Voici le plan de la conférence, qui est aussi un peu le plan du livre. Une première partie qui est l'introduction. 3 frustrations de l'homme, ça c'est l'histoire humaine. Ensuite, on va parler pas mal de temps sur ce qui se passe au niveau de l'individu. Et après ça, on passera au niveau du collectif. Et on va faire un parallèle, en fait, sur ce qui se passe au niveau de l'individu et ce qui se passe au niveau du collectif. Alors, les 3 frustrations de l'homme. Freud avait écrit, il y a déjà bien longtemps, forcément, il les avait appelées ça les 3 blessures narcissiques. Alors, quelles sont les 3 blessures narcissiques? L'homme, dans son évolution, dans ses recherches, a amélioré au fur et à mesure ses prises de conscience. Parce qu'on parle de 3 frustrations, 3 blessures narcissiques, mais on aurait pu parler de 3 prises de conscience. La première, c'est Copernic. Alors Copernic, en fait, ça a l'air de pas grand-chose. Avant Copernic, c'était un chanoine qui a travaillé dans le domaine de l'astronomie. Il a fait des observations astronomiques et il s'est rendu compte que le système de Ptolémée, qui était existant avant, qui était la compréhension qu'on avait du monde, qui avait la Terre au centre de l'univers, ne rendait pas compte très correctement de toutes les observations. Et donc le système de Ptolémée, il y avait la Terre au milieu, ensuite il y avait la Lune qui tournait autour, après ça il y avait certaines planètes, le Soleil, etc. Et on connaissait à l'époque 5 planètes, le Soleil, et derrière toutes les étoiles tournaient en même temps, et pour pouvoir tourner en même temps, elles étaient bien sûr sur une sphère qui s'appelait la sphère des fixes. C'était tout simple. Copernic, lui, il a dit non, ça marche mieux si on met le Soleil au milieu et que la Terre tourne sur elle-même, système qu'on connaît aujourd'hui. Simplement, il y a des gens qui ont dit, mais attendez, si c'est par la rotation de la Terre que les étoiles tournent, elles n'ont pas besoin d'être sur la sphère des fixes. Donc la sphère des fixes n'a plus aucun intérêt, et certains ont fait partir les étoiles jusqu'à l'infini. Seulement le truc, c'est qu'avant, avec Ptolémée, qu'est-ce qu'il y avait derrière la sphère des fixes? On ne sait pas, mais c'était forcément Dieu, l'inconnu. Donc l'homme était au centre de l'univers, dans le ventre de Dieu, très confortable. Bon, Copernic, il arrive, grosse frustration. Non, l'homme, il n'est pas au centre de l'univers, il est quelque part, à côté. Et puis en plus, il n'est plus dans le ventre de Dieu. Donc, grosse frustration. Ce qui avait fait dire à Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Forcément, on n'est plus dans le cocon. Donc ça, première frustration. Mais l'homme se console. Oh, ok, on n'est pas au centre de l'univers, mais Dieu a fait l'homme à son image. Alors là-dessus, il y a Darwin qui arrive, les évolutionnistes, etc. Bon, c'est Darwin, Lamarck, tout ça. Et qui dit finalement, non. Il y en a même qui ont fini par dire, non, l'homme, il descend du singe, pas de Dieu. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est la deuxième grosse claque qu'on s'est pris. Et puis, on se console encore. L'homme, il a des facultés d'adaptation extraordinaires. Donc il se console. Il dit, ouais, mais l'homme est le seul être intelligent. Et là-dessus, Freud qui commence à nous expliquer que l'inconscient, finalement, et les pulsions, ça nous gouverne beaucoup plus que notre conscient. Donc là, 3 blessures narcissiques. Au début, on était à l'image de Dieu, au centre de l'univers, intelligent, et à la fin, on se retrouve à grosse dégringolade. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ce sont des changements de paradigme. Paradigme, ça vient d'un mot grec qui veut dire exemple. Un paradigme, c'est l'ensemble des lois qui vont nous permettre de comprendre des systèmes. Donc, par exemple, on parle souvent de la révolution copernicienne, effectivement, puisque on avait des tas de choses qu'on allait comprendre avant la révolution. Bon, Copernic, mais aussi Newton derrière, et tout ça, etc. Et tout ça, ça va disparaître. Par exemple, ce qui est très intéressant sur les changements de paradigme, c'est que les réponses aux questions viennent d'un endroit complètement différent de l'endroit d'où on peut les attendre. Par exemple, avant Newton et compagnie, on pensait que les objets n'avaient pas de mouvement propre si on les poussait pas. C'est-à-dire que si vous lancez une boule, elle s'arrête toujours. Donc on croyait que c'était pareil pour les planètes, et les planètes avaient un ange pour pousser chaque planète. Et il y avait une question, c'est mais si chaque planète a un ange qui le pousse, où est l'ange qui pousse la Terre? Oui, bien sûr. Et finalement, il y avait des gens qui cherchaient l'ange qui pousse la Terre. C'était tout un... Voilà. Et finalement, ça a disparu. C'est ça qui est important dans les changements de paradigme. Il y a un autre paradigme que je cite souvent en exemple. Dans les années 1900, il y avait des grandes villes, dont Paris, qui avaient un gros problème, c'est qu'elles risquaient d'être complètement étouffées sous le crottin de cheval, tout simplement.
Parce que avec l'évolution, de plus en plus de gens avaient les moyens d'avoir une carriole, une voiture à cheval, etc. Et donc il y avait ce problème, mais qu'est-ce qu'on fait pour éliminer le crottin de cheval qui était en croissance exponentielle? Et puis finalement, c'est l'invention de la voiture automobile qui a résolu le problème. Donc la solution vient complètement d'ailleurs. D'où est le problème? Ça, c'est très important pour ce qui se passe actuellement aujourd'hui, parce qu'actuellement, on est dans un changement de paradigme. Mais d'abord, attendez que je regarde ce qu'il y a juste derrière. Okay. Déjà, première chose qu'on peut se faire, c'est vrai que Copernic, on a vu les dates, hein, c'est 1400, 1500, Darwin 1800, Freud... Alors déjà, une première remarque, c'est que les modèles, même déjà, s'ils sont bien intégrés au niveau scientifique, etc., chez la plupart des gens, ils ne sont pas complètement intégrés. Par exemple, il y a 2 ans, il y a eu une étude en Russie qui disait qu'à peu près 30% des personnes pensaient que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, et non pas le contraire. Et en France, il y a 20 ans, c'était un quart des personnes qui pensaient ça. Donc c'est quand même assez énorme. Darwin, c'est encore pire. Je veux dire, il y a carrément des gens qui militent dans certains pays pour avoir pour 1 heure d'enseignement du darwinisme, de l'évolutionnisme, 1 heure d'enseignement du créationnisme, c'est ce qu'on appelle le relativisme. C'est encore plus important. Et quant à la dernière frustration, ce qui concerne Freud, tout ce qu'on a découvert sur l'inconscient, les transferts, les projections, toutes ces choses, on est carrément dans l'ignorance totale. Pour autant, on ne peut pas dire qu'on n'en vit pas les conséquences. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'astrophysique pour être capable de regarder la retransmission du Tour de France. Et pourtant, la retransmission du Tour de France, elle ne peut se faire en direct que parce qu'il y a des satellites. Donc on en a les conséquences. Mais pour autant, ce n'est pas forcément complètement intégré. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisqu'il y a eu 3 frustrations, qu'à chaque fois qu'il y a eu une frustration, c'était accompagné d'un changement de paradigme, au vu de tout ce qu'on voit actuellement, on peut se demander, mais est-ce qu'on n'arrive pas sur une 4e frustration? Et à ce moment-là, quelle serait cette frustration ou cette prise de conscience? Alors, j'ai une petite anecdote. Je me rappelle quand j'étais étudiant, c'était en 87. À l'époque, on était un groupe, on faisait des études d'astrophysique et on allait devoir commencer la recherche l'année d'après. Et notre professeur de cosmologie, c'était son tout dernier cours. Il avait participé à l'après-Einstein, il avait construit un certain nombre de choses. Et il nous a en quelque sorte légué son testament, c'est assez rigolo. Il nous a projeté des photos, notamment une galaxie spirale, des trucs comme ça. Et il dit, c'est beau tout ça, hein? Bah oui, sauf que le problème, c'est que ça ne respecte pas les lois de la physique telles qu'on les connaît. Ah, ça ne marche pas. Et puis pareil, la mécanique quantique, la relativité générale, plus on essaye de les faire causer ensemble, plus on se rend compte que ça ne marche pas. Et on le sait, on est devant un changement de paradigme. Il va falloir tout repenser, mais comme tous les changements de paradigme, on ne sait pas dans quelle direction aller. Hein. Rappelez-vous le coup de l'ange qui pousse la Terre, on est là-dedans. Donc c'est certain, sur beaucoup de domaines, on est sur des changements de paradigme. Et la question, c'est essayer de voir comment on va pouvoir vivre ce changement de paradigme actuel. Alors on y va. Je repars là sur l'évolution de tout ce que je propose, et notamment dans ce livre, et ça commence par le niveau de l'individu. Alors, sujet principal, la recherche du bonheur. Une fois, j'ai lu un livre du Dalai Lama, j'ai trouvé ça génial. C'est un leader spirituel, et lui, il dit carrément, le but dans la vie, c'est le bonheur. Hop, donc c'est pas de méditer, truc, machin. Non, c'est le bonheur. Bon, après ça, il explique que le bonheur, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, tout ça, mais c'est intéressant. On a toujours marché comme ça, la recherche du bonheur. La recherche du bonheur, pour moi, elle fonctionne comme une fusée à étage antagoniste. Alors, fusée à étage, c'est pas dur. On est sur un étage, il propulse jusqu'à un certain niveau, puis quand il marche plus, l'étage, il va redescendre. Et par contre, il faut prendre le 2e étage qui, lui, prend le relais et monte encore. Dans la recherche du bonheur, on marche comme ça. Mais qu'est-ce que des variables antagonistes? Ce sont des variables qui montent en même temps, d'abord, et qui ensuite se séparent et vont dans des directions différentes. Et c'est là qu'il ne faut pas louper le changement. Alors je vais prendre un exemple tout simple, la nourriture et le bonheur. Quand vous n'avez pas mangé depuis quelques jours, que vous êtes en pleine disette, dans les périodes de famine, c'est évident que votre bonheur passe par le fait d'avoir de la nourriture. Donc, ok, je cherche le bonheur, je mange. Mais
On sait bien aujourd'hui, il n'y a pas de doute, on en a fait l'expérience, ça a des limites. Et les gens qui rentrent plus dans une voiture parce qu'ils ont dépassé 150 kilos peuvent vous dire qu'effectivement, je ne suis pas sûr que finalement cette stratégie de recherche du bonheur par la nourriture, elle soit bonne. Il y a un moment, il faut passer au-dessus. Alors, comment passer au-dessus? Cette stratégie, on la connaît, il y a plusieurs versions. Version occidentale, c'est la pyramide de Maslow, avec d'abord les besoins physiologiques, manger, dormir, évacuer, maintenir sa température, etc. Ensuite, les besoins de sécurité. En gros, c'est, pour l'instant, il faut que je sois en vie. Deuxièmement, il faut que je reste en vie. Oui. Après ça, besoins sociaux, appartenance, aide et affection. Ensuite, besoin d'estime, confiance en soi, indépendance, connaissance, prestige. Et tout en haut, besoin de s'accomplir. Épanouissement, créativité. J'aime bien faire un autre parallèle qui est avec les voies orientales, où on parle de l'énergie Kundalini qui sommeillerait au bas de la colonne vertébrale et qui peut s'élever par un travail sur soi qui passe par ce qu'on appelle les centres d'énergie qui sont les chakras. Et alors, premier chakra, c'est au niveau de l'anus, c'est les besoins primaires. C'est d'abord, je mange, enfin pareil, quoi, je me maintiens en vie. Deuxième chakra, c'est la sexualité. Bah oui, une fois que je suis en vie, je me reproduis et ça marche partout. Même les plantes, je veux dire, les fleurs, elles sont belles pour attirer les abeilles, pour que les abeilles elles aillent polliniser, etc. C'est vraiment cette stratégie la plus importante. D'abord, je suis en vie, ensuite je me reproduis. Troisième chakra, c'est moi mieux qu'un autre. Je préfère privilégier moi que les autres. Et après, on passe au quatrième chakra. Ça, c'est vraiment un chakra dont on reparlera. C'est un chakra transition, puisqu'on passe du triangle inférieur des besoins vers le triangle supérieur. Ben voilà, justement, on va y aller. Je l'ai représenté ici. Il y a le triangle inférieur qui connecte aux besoins du sol et le triangle supérieur qui connecte au divin, puisque justement derrière, il y a le quatrième chakra, donc c'est le chakra du cœur, qui permet d'aimer, de ressentir, c'est ce qu'on a frotté tout à l'heure là. Ensuite, il y a le chakra de la gorge, l'intelligence rationnelle. Après ça, le sixième chakra qui est l'intuition, toutes ces choses. Et tout en haut, c'est connecté au divin. Bon, ça, c'est les voies orientales, c'est ce qu'ils disent, mais finalement, je trouve que c'est un bon modèle. Et en fait, on va devoir satisfaire chacun des besoins pour pouvoir passer au suivant.